On parle aujourd'hui de drépanocytose, cette maladie qui est très répandue en Afrique et encore un peu méconnue. On parle avec des personnes vivant avec la drépanocytose. On écoutera leurs témoignages et surtout on va s'instruire. À tout à l'heure. Dans le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission qui passe tous les jours pour le bonheur de tous, du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. 4 jeunes femmes, Aurélie Eliam, Yasmine Reda, Didja Soro et Kadi Touré. Comment ça va les filles? Ça va bien donc. On a le sujet. Bon, alors, déjà, il y a un truc, c'est que quand je devais m'habiller aujourd'hui, le styliste m'a dit de mettre ce chapeau-là avec la tenue. C'était vraiment bien. Et Yasmine a dit qu'elle ne peut pas me laisser seule porter un chapeau. Et il faut que j'ai un soutien institutionnel. Donc, Yasmine... Ça m'a une mère même. Yasmine a porté son chapeau. Elle a porté le chapeau même pour te dépasser. Il est dessus, tout ça. Voilà, aujourd'hui, c'est le chapeau de la diablesse. Erreur du sans tabou. Le gâtement gâté. Gâtement gâté. C'est les femmes d'ici. Alors, comment ça va les filles? Ça va très bien. Ça va. Hein? Aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux, mais comme les femmes d'ici savent si bien le faire, voilà, c'est de façon décontractée, ça ne fait pas pitié, rien ne fait pitié. D'accord, ici, chez les femmes d'ici, hein, on est toujours de bonne humeur. On va applaudir nos invités qui sont là. On a Priscilla Dossé. Priscilla, avec son style, elle aborde un beau style, ma chérie. J'adore, c'est bien. Merci. Fondatrice de l'ONG Drépano. Exact. Très bien. Donc, c'est Drépano. No. Genre avec No Way. Okay. Exactement. Très bien, super. Ah bah, si. Morel Adou Bosson, qui est étudiante. Ça va, Morel? Oui, ça va très bien. Qui est toute mignonne. Merci. Et Gada Kwaku Marie-Isabelle. Étudiante aussi. Et vous êtes toutes les trois Drépano. C'est exact. Très bien. Docteur Youssouf Diomandé, président de Le doc des docs. bénévole. Docteur, ça va? Oui, ça va. T'es le seul homme parmi nous, mais t'es le médecin. Je suis honoré. Ouais. T'es Drépano? Non. Non, très bien, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors les filles, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, est-ce que vous connaissez un peu la maladie, vous avez vécu avec une personne qui l'a, vous savez comment c'est difficile? Je connais des personnes qui vivent avec la maladie. Ma petite sœur est drépano, mais elle n'a jamais fait de crise. Je pense qu'on l'a détecté drépano, mais elle n'a jamais fait de crise. Par contre, elle a horreur du froid. Elle ne supporte pas du tout le froid. Et bon, moi, je ne supporte pas le froid, mais je n'ai jamais fait de test pour savoir. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'en fasse. Mais sinon, j'ai des amis, je connais des amis qui ont la maladie et les crises sont parfois très violentes. C'est douloureux, ouais. Yasmine? Ah non, moi pas du tout, je connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais j'en ai jamais entendu parler, pour être honnête. Dis-nous, Yasmine, et toi? Aurélie, oui, j'ai un ami d'enfance qui est drépano, je crois SS. Mais par la grâce de Dieu, je pense que l'évolution de la maladie, en tout cas, les traitements ont évolué depuis des années. Il vit avec, même si c'est pas facile au quotidien, parce que c'est un type le type de drépanocytaire est plus élevé. Et mais bon, ça va, il s'en sort. Mais c'était pas évident, souvent dans le mois comme ça, il pourrait faire une semaine dans la maison, on le voyait pas et tout. Mais aujourd'hui, il s'en sort bien. Il vit aux États-Unis, donc je pense que les choses ont évolué quand même. Moi, je connais parce que j'ai une cousine qui est décédée récemment. Elle était drépanocytaire. Elle est décédée très jeune. Je pense peut-être moins de la quarantaine en tout cas. Mais elle faisait des crises régulièrement et tout. Donc on pourra en parler après de l'espérance de vie. Je connais aussi une autre qui fait pas la maladie, mais qui est SS et qui a dû du coup annuler son mariage avec un jeune homme parce que quand ils se sont rendus compte que lui aussi il est drépanocytaire, ils se sont dit que s'ils sont ensemble, ils auront des enfants. Alors qu'ils étaient fous amoureux l'un de l'autre, mais
bon, ils ont dû annuler le mariage parce qu'il y a eu ça. Ah là Et là. je pense que c'était la bonne décision quand même, parce Ouais. que sinon, après, les enfants, ils naissent, ils sont victimes de C'est choses sûr, qu'ils n'ont pas exactement. demandé et puis ils vont souffrir pour C'est rien, sûr. quoi. Oui. C'est une affaire comme ça. Ouais, Oui. C'est très sérieux. Bon, moi, peut-être dans ses pieds, ça même pas. Mais de toute façon, toi, tu as Poutu là, je sais pas ce que tu Ah, d'accord. Sigui, Sigo. On va poser la question aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on vous a demandé qu'est-ce que vous savez de la drépanocytose. On vous écoute. Bon, cette maladie, j'ai juste déjà entendu, mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous mentir, je ne sais pas c'est quoi. La drépanocytose, je ne suis pas un médecin, hein, mais le constat que j'ai fait comme ça sur le tas, c'est que dans certaines familles, il y a des enfants qui souffrent de douleurs dans les os lorsqu'il fait froid. Et puis, c'est des enfants qui sont constamment malades. Ce sont des enfants qui sont constamment malades et qui ont besoin d'une prise en charge au niveau de leur santé, hein, de façon récurrente. Bon, et puis j'ai constaté que ces personnes-là même, généralement ne durent pas trop si les soins ne sont pas suivis. Voilà, mais sinon, et je ne suis pas un médecin pour pouvoir diagnostiquer quoi que ce soit. C'est ce que je sais, comme ça, sur le tas. Je n'en sais rien de la drépanocytose. Vous n'avez jamais entendu cette maladie? Non, pas encore. J'en ai parlé de ça, mais je ne sais pas avec quel effet. Drépanocytose, ce que je sais de la drépanocytose, c'est une maladie du sang. Et ça se manifeste par ceux qui ont cette maladie-là, ils ne supportent pas souvent la fraîcheur. Et puis c'est dans le sang, souvent c'est héréditaire. C'est héréditaire, donc bon, je ne sais pas si la médecine peut soigner ça. Hein. Mais ce que je sais de la drépanocytose, c'est un peu ça. C'est une maladie qui se transmet de père en fils. C'est lié au sang. Voilà. Très bien. Donc, je pense qu'il y a quand même une petite connaissance, à peu près, hein, docteur? Je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que effectivement aujourd'hui sur le combat que nous menons, c'est de permettre aux gens en fait, de connaître la maladie. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations là-dessus. Du coup, on ne sait pas. Combien de personnes font leur test pour savoir qu'ils sont drépanocytaires? Parce qu'après, vous avez raconté une histoire tout à l'heure de personnes qui se sont rencontrées et c'est après leur rencontre qu'ils se sont rendus compte effectivement qu'ils étaient drépanocytaires. Ils ont dû mettre fin à cet amour. Aucun d'eux ne fait la crise. Hein. Voilà. Donc, du coup, pourtant, c'est un examen simple pour trouver la maladie qu'on peut faire une seule fois dans la vie et c'est fini. Donc, je pense qu'il n'y a pas quand même d'informations là-dessus parce que sur les 3 personnes, on s'est rendu compte qu'il n'y a seulement qu'une personne qui a donné les réponses à peu près. Et l'autre, carrément, ne sait pas de quoi parle. Donc, avant de passer même au témoignage, moi, je vais te demander, c'est quoi la drépanocytose? En fait, la drépanocytose, c'est la drépanocytose, pardon. Alors, on dit la drépanocytose et une personne qui a ça, on dit elle est drépanocytaire. Elle est drépanocytaire. Okay. Voilà. C'est une maladie héréditaire. Quand on dit héréditaire, ça veut dire que ça se transmet des parents à la descendance. Ce sont les parents qui transmettent cette maladie à leurs enfants. Voilà. Donc, c'est une vieille maladie quand même parce qu'elle a été décrite depuis 1910 par un médecin américain, voilà, du nom de James Herrick, qui a découvert la maladie, qui l'a décrit et que c'est à partir de 1949 qu'on a fait la transmission des parents aux enfants a été établie. Donc, c'est pour dire que depuis longtemps, depuis 1949, on sait que les parents ont cette possibilité-là, parce qu'ils font la maladie ou pas, de transmettre cette maladie à leurs enfants. Donc, en résumé, c'est une maladie du sang qui est transmise des parents aux enfants. Et quels sont les signes? Voilà, vas-y. Comment est-ce que ça se manifeste? Voilà, les signes. En général, comme on le dit, c'est une maladie du sang. Le premier symptôme qu'on connaît, c'est l'anémie. C'est ce que tout le monde sait. C'est des personnes qui seront chaque fois anémiées, mais il y a d'autres signes. Et c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Je prends par exemple chez les nourrissons, ça sera ce qu'on appelle le syndrome pied-main. C'est-à-dire qu'ils auront les mains et les pieds qui seront tubéfiés, enflés, comme on le dit, avec des douleurs, avec des rougeurs. Et quand c'est l'adolescence, ce sont des enfants qui auront mal au ventre, ce sont les viscères. C'est là que la crise se manifeste le plus souvent. Sans oublier le fait qu'ils auront toujours l'anémie, qui est le signe commun à tous les drépanocytaires. Et quand on est à l'âge adulte, le plus souvent, ce sont les os.
notamment les os longs. Je pense que c'est rhumatisme. Voilà. C'est ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives. Non, moi, je me suis... d'après les recherches que j'ai effectuées, on dit que c'est effectivement la maladie du sang. Ce sont les globules rouges. Parce que les globules rouges, normalement, elles sont rondes quand on regarde. Mais le drépanocytaire, les globules sont transformés comme si c'était des pics dans le sang. C'est comme des fossiles, c'est ça? Exactement. Mais en réalité, quand c'est à l'intérieur, c'est-à-dire que ça touche les os, ça fait mal, c'est ça? Comment ça se passe? En fait, les globules rouges ont une élasticité. C'est-à-dire ils peuvent se déformer. Et lorsque la maladie, déjà dans la structure de la maladie, c'est la mutation, c'est parce que l'hémoglobine est constituée de ce qu'on appelle des acides aminés. Et c'est dans cette structure, lorsque l'acide glutamique a été remplacé par la valine, qui est une anomalie, ça aboutit à ce qu'on appelle l'hémoglobine S. C'est un peu technique, mais c'est-à-dire que lorsqu'on fait la maladie, les globules rouges qui ont cette élasticité-là n'ont plus ça. Donc ils deviennent rigides. Ce qui fait qu'ils n'ont plus la possibilité, ça devient dur, ça fait qu'ils n'ont plus la possibilité de circuler dans les vaisseaux. Donc ils vont boucher les vaisseaux, ce qui fait que tous les organes qui sont... Tout est ride maintenant. La personne se raidit, en fait. Voilà. La personne devient... Les organes qui sont derrière ne reçoivent plus du sang. Parce que l'objectif du sang, c'est d'emmener l'oxygène vers les organes. Donc, vu qu'ils sont de l'autre côté du pont, où il y a eu l'occlusion, donc automatiquement, ils n'ont plus du sang. Et ce qui fait que ces organes-là rentrent en souffrance. Et c'est cette souffrance-là qui se manifeste justement par la douleur. Alors, c'est de naissance ou bien on peut développer ça au cours de notre vie? Non, on ne peut pas développer. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça se transmet. Ce sont les parents qui sont drépanocytaires et qui le transmettent à leurs enfants. D'accord, ok. Très bien. Alors, mesdemoiselles, je vais peut-être commencer par Priscilla. Priscilla, toi, tu es... Bon, c'est de naissance, hein, comme tu dis. Exactement. Donc, tu vis avec depuis longtemps? Je vis avec depuis longtemps. On va dire que c'est héréditaire, comme il a dit. Du coup, à la naissance, on constate que j'ai des douleurs. Je me plains beaucoup, je pleure beaucoup. Depuis bébé, hein? Depuis bébé. Je ne prends pas le sein très souvent. Je suis juste dans un état second parce que j'ai des douleurs, en fait, excusez-moi. Et à 3 mois après une consultation, le médecin, en fait, va dire à ma maman qu'elle fasse le test qui détecte la drépanocytose, qui est l'électrophorèse. Et c'est à la suite de cette électrophorèse-là, du coup, que mes parents vont remarquer, et le médecin qui va donner le diagnostic, disant que je suis drépanocytaire SS. Tes parents ne savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient drépanocytaires? Non. Et vous n'avez pas de crise alors? Non, non. Donc, il y a ma maman qui a le gène porteur et mon papa qui a le gène porteur. Du coup, à cause de l'association, moi, je reçois les 2 gènes malades. Donc, c'est ainsi qu'on a constaté que je suis drépanocytaire. Et il a fallu donc beaucoup de soins intensifs pour permettre à ce que les douleurs soient stabilisées déjà. Et pour ça même, le centre qui permet donc de traiter cette maladie, qui est le CHU de Yopougon, mais qui est fermé pour réhabilitation, était ouvert en ce moment-là, puisque mes parents étaient à Yamoussoukro, quand on leur a demandé de migrer à Abidjan pour que je me fasse suivre correctement et qu'ils devaient payer le prix pour que je puisse avoir la vie saine. Parce que sans assistance médicale prononcée, franchement, c'est pas du tout facile. Et revenir à ce que le médecin a dit, c'est qu'il faut savoir que la déformation, en fait, du globule dans le sang va à un moment donné de la circulation sanguine s'agglutiner à certains endroits des vaisseaux sanguins. Quand tu dis s'agglutiner, ça veut dire quoi? S'agglutiner, ça veut dire en fait se rassembler quelque part, former un petit groupe, voilà, s'entasser. Du coup, ça bouche le vaisseau en question. Et en fait, à ce moment-là, les douleurs deviennent assez pénibles. Ouais, j'imagine. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on aura l'impression soit de se sentir en train d'être poignardé dans le dos, dans les parties du pied, ou alors de sentir un gros poids sur soi. Et quand on avait dit, c'est comme si on sciait. Exactement, comme si on vous sciait ou comme si on vous broyait l'os. Ouais. Mais je ne veux pas faire peur à quelqu'un. Non, mais c'est moi, tu nous dis. C'est vraiment compliqué. Parce que moi, en fait, je me dis que tant qu'on peut prévenir, tant que 2 personnes s'aiment et qui savent que nous 2, là, si on fait un enfant, l'enfant va vivre ça, là. Voilà. Tant qu'on peut éviter, c'est bien. Exactement. Avant, ce n'était pas tellement connu. Comme aujourd'hui, c'est pas toujours connu, mais en tout cas, dans le domaine médical, c'était vraiment pas connu. Du coup, les personnes ne pouvaient pas savoir qu'en me mettant avec telle ou telle personne, je pouvais, en fait, donner le gène à mon enfant, à ma future génération. Très bien. Du coup, voilà. Alors, Morel. Oui. Morel,
toi, c'est pareil, tes parents ont détecté vite? Effectivement, moi, je suis drépanocytaire SS, tout comme Priscilla. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman, de son précédent mariage, avait eu une fille drépanocytaire qui, malheureusement, a succombé parce que la médecine n'était pas vraiment développée. Du coup, quand j'étais petite, j'étais encore bébé, les 3 premiers mois, elle sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Donc, automatiquement, elle s'est rendue à l'hôpital et le verdict a été que je suis drépanocytaire SS. Donc, la prise en charge a été vraiment rapide, ça a été fait de façon spontanée. Ce sont des soins de façon régulière, des consultations de façon régulière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la drépanocytose est une maladie coûteuse. Oui, j'imagine. Sachant que le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 60 000. Nombreux sont ceux-là qui arrivent à faire une prise en charge réelle de leurs enfants. Parce qu'un drépanocytaire, c'est environ 40 000 par mois minime. Waouh, on va revenir sur ça. Marie-Isabelle, ton histoire rapidement. Je rejoins ce que les deux ont dit. SS aussi? Oui, SSFA2 depuis mes 6 mois bébé. D'accord. Et donc, comme le docteur a dit, mes mains et mes pieds s'enflaient. Donc, on est parti au CHU de Yopougon pour pouvoir faire les examens et tout. C'est en cela qu'on m'a dit que j'étais drépanocytaire SS. Et donc, depuis là, ma vie a basculé. Entre le primaire et le secondaire, j'étais tout le temps au CHU. C'était vraiment grave. Les crises durent combien de temps? Et c'est quoi l'élément déclencheur d'une crise? Alors, il y a beaucoup d'éléments déclencheurs. Donc, on aura le froid, on aura l'anémie, qui est constante d'ailleurs, on aura la chaleur aussi, on aura le stress, on aura l'élévation en altitude. Donc, pour certaines personnes, ils n'auront pas à faire des voyages en avion, par exemple, ou à aller en ski et tout ça. Et aussi, il y a l'alimentation. Parce que certains aliments vont déclencher pour certaines personnes. Il faut savoir aussi qu'avec la drépanocytose, ça dépend en fait de l'organisme de chacun, donc du métabolisme de chacun. La manière dont je vais piquer la crise de drépano, donc faire la CVO, ça ne sera pas pareil que Vera fera sa CVO ou alors que Morel fera sa CVO. Je pourrais avoir tout le temps mal à la poitrine, tandis qu'elle, en piquant sa crise, elle pourrait tout le temps avoir mal aux pieds. Elle peut avoir tout le temps froid aux pieds, tandis que moi, je prendrais tout le temps froid peut-être à la tête ou au bras. Et voilà. C'est peut-être une impression que j'ai, mais je vois que toutes les trois, vous êtes vraiment très minces. Est-ce que c'est lié à la maladie? Est-ce que quelqu'un qui est en surpoids peut être drépanocytaire, docteur? Oui, quelqu'un qui est en surpoids peut être drépanocytaire, mais le surpoids, c'est pas évident qu'il puisse être en surpoids. D'accord. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la personne sera toujours anémiée, alors que c'est le sang qui constitue le carburant principal de l'organisme. Donc un drépanocytaire devenir surpoids, c'est pas évident. C'est rare. Ce qui fait que généralement, tous ceux qui sont drépanocytaires, voilà. Ça peut s'expliquer. Je vais demander à toutes les trois, comment est-ce que la première crise, vous avez vraiment été consciente? Parce que c'est vrai que toi, tu as dit depuis 6 mois, depuis bébé, comme toi, mais il y a une crise où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai trop mal, qu'est-ce qui se passe? Morel pourra répondre à cette question. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la maladie de la douleur. De la douleur, d'accord. C'est inexplicable, c'est douloureux. Et on ne s'habitue jamais aux crises, en fait. D'accord. Et je pense que la crise qui m'a fait réaliser que c'était le summum, en fait, c'était en 2016. Et là, j'ai développé une complication qui est l'ostéonécrose. Qu'est-ce que c'est au niveau de la hanche, l'os, la tête du fémur, ils s'endommagent au fur et à mesure qu'on marche. Donc, j'étais en classe d'examen, en classe de terminale. D'accord. C'était pénible. Je pouvais absolument pas dormir. Imaginez pour quelqu'un qui n'est pas grosse, j'étais à un doigt en fait. Et quand tu es à ces étapes-là, tu te demandes en fait s'il y a des raisons de vivre, parce que c'est pénible en fait de chaque jour, chaque nuit, pleurer de douleur. Les journées, en fait, c'est ça qui m'a fait comprendre. Tu vois, il y a un truc, d'accord. Les autres répondront à la même question, mais ce sera juste après cette pub. À tout de suite. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Regarde comme c'est beau.
Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Ah oui. Un jour, tu seras double millionnaire. L'ONACI, on a tous une bonne raison de jouer. La chance, ça se gratte. Inédit et exclusif sur NCI. Bonsoir à tous, merci de suivre NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de Sans Réserve. Charles Bégoudé reçoit Ali Diarra-Souba à La Haye dans une interview exceptionnelle. Voilà, je l'ai demandé, il a tardé. Le plus important, on ne va pas refaire la vie, c'est qu'il est là. J'ai toujours eu la tête à Abidjan. Je suis ivoirien. Je suis venu ici dans des circonstances particulières que tout le monde connaît, sur lesquelles je ne voulais pas revenir. La photo dont on parle, elle n'était pas dans mon salon. Cette photo était à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Pour certains, ce n'est que leur leader. L'amour, ce n'est pas un référendum. Simone Gbagbo est ma mère. Je l'assume devant cette caméra. Je suis avec elle. Le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Le frère de mon père, c'est mon oncle. Ce mardi 7 juin à 20h15, Sans Réserve depuis La Haye avec Charles Bégoudé. Présentation Ali Diarra-Souba. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de drépanocytose avec Priscilla Dossé, Morel Adou-Bosson, Gada Kouakou, Marie-Isabelle et Dr Youssouf Diomandé. On les applaudit! On les applaudit très fort parce que vraiment, elles ont accepté de venir parler avec nous de ce qu'elles vivent au quotidien. Et avant de partir en pub, Yasmine avait posé une question sur la première crise. Je laisse Marie-Isabelle. Moi, la crise qui m'a le plus touchée, c'était après mon BTS. C'est-à-dire quand j'ai eu mon BTS en 2017, j'ai eu une crise vraiment très aiguë. Ce qui m'a menée au CHU, j'ai fait pratiquement 2 mois au CHU. Wow. Et en plus de ça, j'avais un palud aigu. Wow. Donc imaginez les douleurs et tout. Je ne suis pas grosse, donc j'étais vraiment très maigre avec les os qui étaient sortis et tout. Et il faut dire aussi, quand tu es en crise, l'urine est comme la couleur, je peux dire, d'un coca ou bien du sang. C'est noir. Oui, wow. Donc à chaque fois, il fallait que les médecins viennent me regarder et c'est comment que et puis je avoir amélioration et tout. Il fallait dire que là, j'ai failli passer le cap. Wow. Et le médecin même était obligé de me dire, c'était un médecin camerounais qui me suivait, que si c'est pas la grâce de Dieu, franchement, j'allais pas m'en sortir. Et après ça, j'ai voulu postuler un peu partout pour travailler, mais là, maintenant, j'ai un handicap, comme elle a dit. J'ai aussi l'ostéonécrose. Et il me faut une opération depuis, ça fait 3 ans que j'ai. Et donc, je ne peux pas travailler et tout, ça me bloque pratiquement. C'est vraiment très, très... Ça veut dire que tu ne peux pas marcher longtemps, c'est ça? Je ne peux pas marcher longtemps. Je suis obligée d'utiliser la béquille. Le médecin va vous expliquer le deuxième pied aussi en train d'être touché. Donc le médecin va vous expliquer pourquoi cette maladie vient se greffer en fait aux personnes. Le deuxième pied aussi oui. est en train de te fatiguer. Pareil. Donc on me demande une opération de 5 millions. 5 millions, d'accord. Depuis maintenant 2 ans. Ok. Dis-nous. Alors moi, c'est depuis petite, depuis mon CP2. En rentrée, je me rappelle, on avait déménagé, on est arrivé à Ancré et un soir de classe, j'ai commencé à sentir des douleurs dans le bras. Donc pour moi, c'était juste parce qu'on avait fait la vaccination 1 semaine avant, mais la douleur ne descendait pas. Et j'avais tout le temps mal jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ne puisse pas supporter la douleur. Et quand on est allé à l'hôpital, on ne disait pratiquement rien, mais j'étais là-bas pendant pratiquement 1 mois, 2 mois et demi. Et c'était tellement compliqué. Et il faut savoir que chez les drépanocytaires, il y a des examens qui se font, mais on ne verra pas qu'il y a l'anomalie tout de suite. Parce que c'est caché. Donc ça sera peut-être à des phases terminales ou, comme elles ont dit, pour l'ostéonécrose et tout. Et le médecin, à 3 semaines après une radiographie, a trouvé que l'os était perforé. Donc l'os était perforé et on disait que la drépanocytose avait joué et tout ça. Du coup, j'avais le bras plâtré. À ce moment, je me suis dit, bon, je ne suis pas comme les autres parce que déjà, avant, quand on me disait ne joue pas trop, ne cours pas trop, ne fais pas ci, ne bois pas glacé, j'en avais marre. Je me disais, mais mes parents, en fait, ils ne m'aiment pas apparemment. Je ne comprenais pas parce que j'étais encore enfant. Ouais. Mais à ce moment-là, savoir que toute mon année devait se passer à l'hôpital et chaque fois retourner à l'hôpital, c'était devenu pénible. Et
Et je me rappelle, les injections qu'on nous fait sont tellement fortes, et le docteur pourra vous le dire, que très souvent, quand la crise est assez, il y a une injection qu'on fait pour carrément tuer en fait la douleur, le muscle ou les os. Donc c'est compliqué. Et pour un enfant de 5 ans, 6 ans, supporter ça déjà à l'hôpital, il fallait très souvent, quand on venait m'injecter, que je morde le doigt de mon papa pour pouvoir en fait supporter la douleur. Lui aujourd'hui il ne se rend pas compte, mais je lui ai expliqué ça une fois parce que ça m'a tellement marqué. Mais en même temps c'est accompagné de traumatisme parce que chaque crise a son scénario. Chaque crise a son scénario. Donc le docteur, tu nous diras pourquoi est-ce que c'est quoi la maladie? L'ostéonécrose. L'ostéonécrose. Pourquoi ça se greffe? En fait, la drépanocytose, lorsqu'on est drépanocytaire, il y a ce qu'on appelle les complications. Et les complications sont à plusieurs niveaux. Donc l'ostéonécrose, justement, fait partie des complications osseuses. Et cette complication, pour expliquer tout simplement, c'est que quand on prend au niveau de l'articulation coxo-fémorale, là, et l'autre articulation au niveau de l'épaule, il y a la tête qu'on appelle la tête fémorale ou la tête humérale. Et cette tête-là, à cause de la vascularisation, le sang qui vient là, ce sont des petits vaisseaux. Et nous avons dit tout à l'heure qu'en cas de drépanocytose, il y a une malformation des globules rouges qui vont s'agglutiner et qui vont barrer le passage du sang pour aller nourrir les organes. Il ne faut pas taper le micro. Oui, pour aller nourrir les organes. Donc, ce qui se passe, lorsqu'il y a ces os qui sont la tête fémorale et la tête humérale, qui sont pas trop vascularisés et qu'on est drépanocytaire et que le sang n'arrive pas, ce sont des os qui sont mal nourris, entre guillemets. Donc, comme ils sont mal nourris, ça se bouffe sur ce qu'on appelle la nécrose. Je comprends. Du coup, je voulais demander à toutes les trois comment vos parents réagissent quand vous faites des crises, parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de culpabilité aussi en tant que parent de ne pas avoir pris les devants et d'avoir fait les tests et tout ça. Comment est-ce qu'ils réagissent? Morel? Je vais prendre la parole. Je pense qu'il y a ce sentiment de culpabilité d'une part, parce qu'on s'est dit qu'on aurait pu éviter cette souffrance-là, parce que voir son enfant souffrir, c'est un supplice pour les parents. Mais en même temps, on se dit tout ce que Dieu fait est bon. Donc nos parents, ils positivent et puis ils nous âment de courage, de ces bonnes ondes positives-là, pour qu'on puisse tenir le coup. Franchement, je veux saluer tous les parents drépanocytaires parce que c'est pas facile. Déjà, au niveau financier, c'est un gros coup. Ensuite, émotionnellement, c'est aussi un gros coup. On va se surprendre voir nos parents pleurer en cachette pendant qu'on est en crise. Je me rappelle une de mes crises où j'étais à l'hôpital où ma maman me tenait la main et elle m'a demandé « Tu veux qu'on fasse venir un prêtre ?» J'ai dit que je me suis dit, si elle a osé dire ça, c'est que franchement, peut-être que cette crise-là, ce sera la dernière. Et à ce moment-là, j'avais plus mal pour mes douleurs, mais j'avais mal pour ma maman. Parce que c'était pas sa faute, elle ne savait pas. En ce moment, dans le temps où on a connu cette maladie, on n'avait pas d'informations et tout. Et voir une maman souffrir déjà émotionnellement parce qu'elle ne peut pas aider son enfant sur le lit de l'hôpital et qu'après, en sortant de l'hôpital, il va avoir des coûts vraiment exorbitants de la prise en charge de l'enfant, c'est vraiment... C'est-à-dire chapeau à eux, quoi. Chapeau à tous ces parents-là. Chapeau à eux. Ouais, c'est pareil pour Marie-Isabelle aussi. Si, j'aimerais remercier beaucoup ma mère parce que c'est elle qui a toujours été là. Moi, j'ai perdu vite mon père à l'âge de 8 ans. Donc, elle m'a tout le temps épaulée. Même la dernière crise, surtout ma grande sœur, qui a été là aussi à me chevet et tout, qui a pris soin de moi. Vraiment, c'était vraiment pas facile. Et la dernière crise même, elle était en pleurs et tout. Waouh. Moi, quand c'est comme ça, j'ai des douleurs, donc vraiment, je ne supporte pas. Je préfère m'éclipser. Ce que je voulais demander au docteur. Dis-nous, Yasmine. Attends, Yasmine. Alors, docteur, nous, on connaît en tant que personne lambda la morphine. On sait que c'est très fort et que ça tue vraiment les douleurs. Est-ce que ce que nos petites sœurs reçoivent, c'est beaucoup plus que ça? C'est au-delà de ça, parce qu'on sait que la maman, je sais que, par exemple, quand ma mère elle faisait ses crises et qu'elle faisait sa chimiothérapie, pour la douleur, on lui faisait de la morphine pour atténuer, parce que ça rentre aussi dans le cœur, ça fait très mal. Est-ce qu'elles peuvent recevoir ça? Oui, en fait, comme vous l'avez dit, c'est un antidouleur. Donc, ça dépend souvent du niveau de douleur. Donc, il y a des douleurs au-dessus de ça? Bon, c'est... Celles qui vivent peuvent le décrire. En fait, moi, j'ai déjà reçu de la morphine une fois quand j'étais, pas pour faire de publicité, dans un centre. Et je me rappelle, je me plaignais tellement de douleur que le médecin
Et c'est là où je vais décrier quelque chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des médecins qui sont là, mais il y a beaucoup qui quand même ignorent un tout petit peu certaines réalités de la maladie. Parce que quand le médecin vient, chaque minute ou chaque heure pour faire un contrôle et que tu dis tu as toujours mal alors qu'on t'a administré des soins, c'est un peu... Tu trouves pas que tu te plains un peu trop, toi? Tu trouves pas que tu es un peu agaçante? Mais en fait, c'est pas ça. Moi, je souffre, en fait. Ouais. Je souffre, j'ai des douleurs, j'ai très mal. J'ai besoin qu'on me soulage. Parce que déjà, puisque le corps n'est pas oxygéné, j'ai besoin d'oxygène. Et normalement, si je fais une petite comparaison, en Europe, on ne peut pas permettre à un drépanocytaire en crise de rester sans oxygène. Mais ici, ça ne se fait même pas. On ne rentre même pas, on ne nous donne pas. Parce que quand tu demandes, c'est un peu... Oh, pardon, tu exagères un peu, on va te faire des soins, on va te faire ta piqûre et tout. Mais on a besoin d'oxygène déjà. Et après, quand on se plaint des douleurs, c'est vraiment de savoir ce que la personne a. Jusqu'à ce que quelqu'un qui était dans le domaine vienne en fait de garde. Et gloire à Dieu, ça m'a sauvée. Quand elle est rentrée, on lui a expliqué, elle a dit, mais non, il fallait en fait prendre de la morphine en fait pour tuer la douleur. Et c'est là qu'on m'a injecté de la douleur. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. La morphine n'est pas, comme on le dit, c'était pas automatique. C'est pas dès que vous arrivez, vous avez la douleur, on donne la morphine. Parce que si après la morphine, ça ne tient pas, on est coincé. Donc, généralement, on utilise ce qu'on appelle les anti-inflammatoires. Donc, on ne va pas pallier. D'accord. Et en fonction du niveau de la douleur, on essaie de donner les soins qui puissent calmer la personne qui fait la crise. Alors, pour continuer sur ce que, justement, Yasmine a posé comme question, c'est quoi aujourd'hui les types de traitements qu'il peut y avoir pour essayer, en tout cas, d'améliorer la qualité de vie de ces personnes drépanocytaires, sachant qu'elles nous ont expliqué que la plupart du temps, quand il y a de grosses crises, c'est au moins 1 mois ou 2 à l'hôpital. Déjà, pourquoi 1 mois ou 2 ? Et quels sont les traitements qu'on leur administre? Alors déjà, il faut savoir, la première des choses, c'est de savoir déjà qu'on est malade. Donc il faut dépister la maladie. Et une fois qu'on a dépisté la maladie, il y a le service, il y a le professeur Kofi, Gustave, qui est le chef des services du service d'hémato de Yopougon délocalisé à Cocody. Donc une fois qu'on sait que vous avez la maladie, tout de suite, tout le processus se met en place. C'est-à-dire que vous avez un dossier médical, vous êtes suivi, vous avez des rendez-vous réguliers, qui fait que même en cas de crise, vu qu'on vous connaît déjà et qu'on maîtrise le dossier, automatiquement, on sait comment gérer la crise. Mais le problème en Côte d'Ivoire, ou en général en Afrique, c'est qu'on ne sait pas. Les parents ne savent pas qu'ils sont drépanocytaires, les enfants ne savent pas qu'ils sont drépanocytaires. Et c'est en cas de crise, souvent, même quand les gens arrivent à l'hôpital dans des états un peu aggravés, qu'on se rend compte qu'ils sont drépanocytaires, où on est obligé de rattraper certaines choses. Mais le type de traitement qu'on administre. Le type de traitement, comme on le dit, ce sont des traitements symptomatiques déjà, parce que c'est à travers les signes qu'on peut les calmer. Donc ce sont des traitements symptomatiques. Si la personne a anémie en fonction du taux d'hémoglobine, on va lui faire des transfusions sanguines. Si c'est des douleurs, on va donner des antidouleurs. S'il y a ce qui est auto, c'est pas la maladie en elle-même. Éliminer les facteurs de risque, comme elle a dit tout à l'heure. Il y a le froid, il y a les activités physiques prolongées et intenses. Et également en saison pluvieuse, par exemple. Voilà. Et il y a également les infections. Il y a l'hyperthermie. Donc, tous ces éléments-là, il faut éliminer les facteurs de risque, traiter les symptômes et éventuellement transfuser la personne déjà pour calmer la crise. Très bien. Moi, j'aimerais qu'on reparte sur les parents. Il y a des parents qui ne savent pas qu'ils sont drépano. Oui. D'accord? Alors, si toi, tu es un parent, que tu ne sais pas que tu es drépano, c'est ce qu'on appelle AS. C'est ça? Donc, je prends un exemple. Je suis AS, mais je ne le sais pas. Oui. Je peux avoir des enfants avec un homme qui n'est pas du tout drépano et mon enfant là va porter aussi mon gène. Alors, j'explique. C'est-à-dire que c'est 2 personnes qui se mettent ensemble pour faire un enfant. Oui. On suppose que vous êtes AA et moi, je suis AS. Oui. Si on se met ensemble et qu'on fait un enfant, vous allez donner 1 à l'enfant et moi, je vais donner 1 à l'enfant. Si je donne le A et que vous donnez le A, l'enfant n'est pas drépanocytaire. Si vous donnez le S et que moi, je donne le A, ils sont AS. C'est qu'on appelle la forme asymptomatique. Moi, ça, moi, je n'ai pas bien compris. Je reprends. Bon, ça veut dire que moi, j'ai ça. Ça va être dans mon sang. Maintenant, toi, tu n'as pas. Et puis, on s'en fait enfant. L'enfant va sortir comment? Vous prenez, je prends 2 doigts. C'est des gènes, c'est des gènes qu'on appelle les gènes AA, les gènes AS, etc. Bon, c'est les gènes non, mais AA, ça fait on est à l'école. Je prends 2 doigts. C'est pourquoi je prends 2 doigts. Oui. AA, AS. AS, oui. AA veut dire quoi? Que j'ai ça. Que tu es en bonne santé. Que tu es en bonne santé. Donc, lui qui est en bonne santé, et puis lui qui n'est pas en bonne santé, les 2 vont ensemble. Ils accouchent l'enfant. L'enfant sort comment? L'enfant va, ça dépend. C'est ce que je vais expliquer maintenant. C'est-à-dire que les 2 A que vous avez, vous pouvez transmettre 1 A à l'enfant. En bonne santé. En bonne santé. Et le père qui a AS peut transmettre 1 A à l'enfant. Donc l'enfant soit avec quoi? AA. Qui n'est pas malade. Mais vous pouvez transmettre le A à l'enfant
Et moi qui avais AS, moi je vais transmettre le S à l'enfant. Donc l'enfant sort AS. Il est et tu ne peux pas choisir en avance, tu ne peux pas savoir en avance. Maintenant, quand deux personnes de AS se rencontrent, ce qui se passe, c'est que toi tu peux transmettre le S. Moi, je transmets le S. Oui. Donc, l'enfant sort AS. Donc, SS. Pardon. Vu la maintenant, c'est à mélanger. Il fait la maladie. Ou bien il peut sortir AS, ça dépend. Donc, l'enfant sort SS. Donc, il fait la maladie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux formes. Il y a la forme asymptomatique, c'est-à-dire que vous avez la maladie, mais vous ne faites pas de signe. Et puis, il y a la forme maladie, qui est SS. Vous faites la maladie. J'ai envie de demander... Pardon, docteur, mais quel est le rapport entre le froid et puis la drépanocytose? Parce qu'on dit que quand il fait froid, là, ça ne va pas. En fait, quand il fait froid, le problème, c'est que l'hémoglobine S est sensible au froid. Donc, quand il y a la fraîcheur, surtout le froid humide, ça commence à perdre son élasticité. Donc, il devient rigide. Et c'est cette rigidité, qui est à l'origine de toutes les crises. Est-ce que c'est assimilable à la douleur qu'on a le rhumatisme? Bon, ceux qui font la maladie pourront les comparer, mais la douleur, c'est au-delà. C'est au-dessus. Qu'est-ce que les filles disent? C'est plus grave que le rhumatisme. Ma fille, c'est ça. Hein. Je crois que dans mes recherches, quand je lançais l'ONG, avec des discussions avec des médecins, des gens du corps, ils disaient que les douleurs étaient assimilables à des douleurs d'accouchement. Ouais. Donc, très, très, très élevé au niveau des contractions. Donc, imaginez-vous être enceinte et d'avoir des contractions assez élevées. Donc, c'est ce que vous dit le dernier stade de la contraction. La douleur peut aller au-delà de ça. Hein. Comme je l'ai dit, c'est la personne qui vit la douleur vraiment qui peut décrire ce que se passe. Mais c'est des douleurs terribles. En tant que SS, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des enfants? Oui, elle peut avoir des enfants. Mais c'est sûr déjà que l'enfant qui viendra avec AS. Parce qu'elle ne peut que transmettre que le S. Donc, si elle est avec quelqu'un qui est AA, donc c'est clair que l'enfant sera forme asymptomatique. Et en termes d'espérance de vie? En termes d'espérance de vie, il faut dire que les drépanocytaires peuvent vivre longtemps à condition que ça soit dépisté très tôt et que le suivi commence très tôt. Si c'est un enfant, par exemple, à 6 ans ou un nourrisson chez qui on découvre tout de suite la drépanocytose et que la prise en charge commence, on arrive à maîtriser les choses en fait. Mais un nourrisson qui a le syndrome des pieds-mains et qui est peut-être dans un village à 300 km d'Abidjan, on ne sait pas, il n'y a pas de test, c'est difficile qu'à cause de la crise répétée et surtout à cause de l'anémie, parce que ça veut dire que vous n'avez pas assez de sang. Et souvent l'anémie peut aller jusqu'à 5. Donc ça veut dire que c'est une anémie grave. Donc il faut faire une transfusion sanguine. Bon, s'il n'y a pas de transfusion sanguine dans ces conditions, c'est clair que... Deux petites questions. En termes d'anémie, il nous arrive souvent, les femmes qui avons nos règles, nos périodes, nos menstrues, d'avoir des coulées de sang très abondantes. Donc, on nous donne un médicament qui a un peu le goût du sang, là. Le petit sirop façon, qui a un goût de sang. Voilà, un truc comme ça. Mais donc, est-ce que, par exemple, dans leur cas, elles ne devraient pas prendre ça tous les jours pour... Oui, dans leur prise en charge, elles diront elles doivent prendre ça tous les jours, ça peut calmer. Supplémentation déjà... Et puis, moi, ma deuxième question, c'est pour les trois. Est-ce que vos parents se sont dirigés vers la foi, vers Dieu, par exemple, pour s'accrocher vraiment à, comme on dit en anglais, de hope, à pouvoir vous guérir, un miracle? Y a-t-il un cas comme ça dans votre entourage? Isabelle, moi, déjà, je suis chrétienne catholique. Et je me suis beaucoup enracinée en Christ. Ça t'a beaucoup aidé? Donc, c'est ce qui fait que je tiens le coup. Je prie beaucoup et même je suis chante. Donc, je suis tout le temps en train de louer ou bien méditer. Donc, c'est ce qui me permet de... Tu chantes bien, alors? D'accord. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on continue cette troisième partie avec nos invités, le docteur. À tout de suite. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Regarde comme c'est beau. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Ah oui. Un jour, tu seras double millionnaire. L'ONACI, on a tous une bonne raison de jouer. La chance, ça se gratte. Ivy fait son show. Alors mes étoiles, j'espère que vous êtes bien installés. Donc les hostilités peuvent commencer. Je vous dis un peu, hein. Pays arabe là, il n'y a pas porc, il n'y a pas femme, il n'y a pas bien. Tous les vendredis à 20h15, Ivy Dero fait son show. Santé!
Le dessin sexy. Je préfère dire. Voilà. Je préfère dire, je ne connais pas, donc on attend. Simon corroboré signification. À tout. On se regarde, on se comprend. Evidero Show, tous les vendredis à 20h15 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. On parle de drépanocytose. Aujourd'hui, nous sommes avec Priscilla Dossé, Morel Adoubosson, Gada Kouakou, Marie-Isabelle et Dr Youssouf Diomandé. Ce que moi j'ai envie de savoir tout de suite, c'est est-ce qu'on peut guérir de la drépanocytose? Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on n'en guérit pas. On n'en guérit jamais. On n'en guérit pas parce que c'est une maladie héréditaire, donc on est avec. Et on vit avec. Il faut apprendre à vivre avec et être suivi. Ça permet d'augmenter l'espérance de vie. Waouh. Et du coup, je voulais vous demander, c'est quoi le coût du test de l'électrophorèse et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation ou de dépistage gratuit pour les populations, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles pour... Franchement, merci pour ta question. Alors, le test, il faut dire que c'est pas cher du tout. D'accord. C'est pas cher du tout, mais en même temps, ça dépend du centre qui réalise l'examen. Comme on a dit, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de dépister la maladie. Ok. C'est pas cher et ça dépend, ça peut aller de 5 000... Oui, on prend du sang et on fait les examens. Un bilan sanguin, en fait. Ça peut aller de 5 000 francs à 10 000, 25 000, en fonction du laboratoire et du standard du centre dans lequel on le fait. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas assez de sensibilisation parce qu'il y a une telle méconnaissance de cette maladie que les personnes même qui en vivent ne sont pas prises en compte, d'abord du point de vue familial ou sur le lieu de travail. Voilà, tout à l'heure, on a eu l'occasion où on était assis, la climatisation était telle qu'elles ont commencé à ne plus supporter. Donc, on a dû éteindre la climatisation pour qu'elles puissent supporter, en fait, parce que la fraîcheur commençait à être... Bon, nous, on a des collègues souvent qui n'aiment pas climatiseur. Il y a des collègues souvent qui climatiseur, vraiment, elles se plaignent. Ça se fait un peu partout. Non, quand elles font le test, non. Pas forcément cher, mais seulement que les gens... Mais je sais que vous êtes président d'un réseau de médecins volontaires. Est-ce que vous, à votre niveau, vous prévoyez faire ce genre de campagne-là pour vraiment sensibiliser les populations? En fait, ça fait partie de nos objectifs, justement, la promotion de la santé et la sensibilisation de la population. Parce que, ce sont comme on le dit, il faut prévenir. Et ce sont des maladies qu'on peut prévenir sans forcément dépenser. Juste dire à des personnes, et on a organisé une campagne tout dernièrement où on a fait des bilans de santé, où on le faisait vraiment à prix étudié en collaboration avec des labos pour permettre aux gens en fait, d'avoir le groupe sanguin Rhésus et l'électrophorèse de l'hémoglobine. Très bien. Impact. Parlons de sensibilisation, j'aimerais qu'elle continue sur la même lancée parce qu'elle a une ONG. Alors, l'enjeu est capital et... J'ai pas, il faut laisser ton gros français. Non, mais franchement, bon, il a commencé dans les AS. Bébé, là-bas, c'est les AS ici, là. Quand tu es à côté de moi, il faut te laisser aller. Alors, comment ça se fait la sensibilisation? Il faut savoir que la sensibilisation, c'est plus sur le thème de la communication. La communication sur ce que c'est que la maladie de la drépanocytose, la communication sur ce que vit le patient. Et nous, à l'ONG Drépano, ce qu'on veut, c'est vraiment à partir d'un récit de vie, c'est-à-dire à partir de témoignages de personnes qui vivent la chose, qu'on souhaiterait sensibiliser et qu'on sensibilise. Parce que nul ne peut pouvoir en fait donner des solutions si ce n'est celui-même qui vit la chose en réalité. Et on a remarqué que beaucoup de gens ne prennent pas la parole parce que c'est stigmatisant. C'est blessant. Vu par la société, c'est diminuant très souvent. Et beaucoup de personnes ne veulent pas forcément apparaître en caméra, dire ce qu'ils ressentent. Et on a remarqué aussi qu'il y a un soutien psychologique qui a été laissé. Parce qu'après les douleurs, ce qu'on vit en société nous met un peu à l'écart. Parce que ce qu'on veut, c'est d'être des personnes qui ne sont pas diminuées, en fait. On veut être comme tout le monde. On veut qu'on nous accepte comme tout le monde. Et on souhaiterait avoir aussi des conditions dans chaque domaine, surtout dans le domaine comment on appelle ça, je ne vais pas dire entrepreneuriat, plutôt professionnel, pour nous aider, en fait, à pouvoir
vivre, en fait. Et aujourd'hui, elle a donné son cas. Très bien. Oui, c'est un peu difficile parce que c'est vrai que quand on parle de sensibilisation, en général, c'est pour éviter une maladie. Exactement. On évite le sida, on évite les maladies sexuellement transmissibles. Mais dans votre cas, comment vous réussissez à sensibiliser les personnes? Parce que de toutes les façons, c'est héréditaire. Exactement. Ce qui est plus difficile, c'est le fait de dire à une personne, faut faire le dépistage pour connaître ton statut hémoglobinique, pour éviter en fait d'avoir à t'accoupler à une personne qui inconsciemment, qui ne sait pas, qui ne connaît pas son statut, mais qui l'a. Ouais, c'est ça. Et là, à ce niveau-là, on a rencontré beaucoup de cas de personnes qui se disaient, tant que je l'aime, il n'y a pas de problème, je peux tout assumer. Mais on oublie quelque chose. Aujourd'hui, déjà même avec la cherté de la vie, prenons juste un petit exemple, la cherté de la vie, parce que après les médicaments, il y a l'alimentation qui va suivre. Je ne peux pas payer la consultation qui est peut-être de 15 000 francs par consultation et qui va dépendre même des cliniques. Là encore, on est au public. Après ça, quand je vais prendre l'ordonnance et les examens qui sont obligatoires à faire comme les examens de sang, qui sont obligatoires pour contrôler le taux d'anémie, je ne m'en sors pas. Et comme elle a dit, le SMIC est à 60 000 francs. Donc, je sors de l'hôpital avec 60 000 francs comme ordonnance et prescription d'analyse à faire. Il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge enfin, je sais pas, comme par exemple quand on a un cancer ou un truc. Il n'y a pas de prise en charge, non? Non, il n'y a pas de prise en charge. Et j'aimerais ajouter qu'en Côte d'Ivoire, 12% de la population est porteur de la drépanocytose. 12%, c'est quand même... Et ça, c'est pour des personnes qui sont allées à l'hôpital. Hein. Ah ouais, ça, c'est pas ça. Et un enfant sur 3, un enfant drépanocytaire sur 3 n'aura jamais l'âge de 5 ans. Ouais. Okay. Ce sont des réalités. Okay. Et notre combat aujourd'hui, c'est de lever le voile sur cette maladie, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un drépanocytaire, ce sont des complications, des AVC, de l'ostéonécrose, des ulcères des jambes. Il y en a tellement. Ulcères. Oui. Vous faites des assurances, non? Il y a des assurances qui... Oui, il y a des assurances qui vont couvrir et ça dépend. Pour souscrire à une assurance aussi, il faut payer. Parce que ça dépend aussi des assurances. Oui, c'est vrai, mais quand même, je pense que l'assurance, ça couvre. Enfin, après, sauf s'il y a des assurances qui disent... Sauf s'il y a des assurances... Non, même pas ça, couverture universelle. Sauf si, en fait, certaines cliniques disent, bon, écoute, si tu es drépano, nous, on ne te prend pas dans notre assurance parce qu'on sait que tu vas toujours aller à l'hôpital. Exactement. C'est pas la même chose, tu vois, comme ils le font pour certains diabétiques et tout. Mais sinon, une assurance, c'est 150 000 francs l'année et tu es couvert à 80%. Donc, exactement. c'est mieux. Non, ma fille, mais désormais, à cause de toi, nous autres, là, on nous drague tous les jours. Chapeau ou pas chapeau, français est bon, français n'est pas bon, on nous drague. Donc maintenant, celui qui vient me draguer, il n'a qu'à avoir ses 100 000 pour aller faire son test. J'ai fait pour moi. 5 000 francs. 5 000 francs. Je vais le faire. On s'en fait le test de drépano. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, avant même de rentrer dans une relation, avant de se marier, c'est ça le plus important. Avant de se marier avec quelqu'un, là, va, dis-lui, toi, tu es quoi, toi, tu es quoi. Allons faire le test. C'est ça, l'examen prénuptiaux. Tonton Lilou qui est au quartier. Tonton Lilou qui a la Mercedes, 2 jours là, quand il s'assoit, il dit la froid. Un peu seulement ses pieds lui font mal. Un peu seulement ses pieds enflés. On ne sait pas pourquoi ses pieds enflés. Donc lui, va aller faire son travail. J'ai bouffé son argent dont il voulait, tu vois. Alors j'aimerais qu'on continue un peu avec le côté assurance et tout pour voir comment les gens peuvent s'en sortir. Docteur, est-ce qu'il y a des assurances qui refusent des personnes drépano? En même temps, dans le domaine de l'assurance, ce sont des commerciaux. Ouais. Voilà, c'est du business, ils font. Donc c'est clair que en face d'une personne, peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va payer 150 000 francs l'année et qui va se rendre à l'hôpital peut-être 4 fois par mois. 4 fois par mois. L'assurance aussi essaie de... C'est là que le rôle étatique rentre en jeu. C'est là que l'État réagit pour dire, effectivement, il faut une assurance spéciale peut-être pour tous ceux qui sont drépanocytaires, pour leur prise en charge, ou peut-être une collaboration avec le service d'hématologie pour leur faciliter la tâche. Je sais que le professeur fait déjà beaucoup, mais c'est jamais suffisant. Il faut aller encore de l'avant, il faut travailler sur les tests pour proposer quelque chose quand même de plus spécifique à ceux qui ont cette maladie-là. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la maladie est dépistée très tôt et que le suivi est bien fait, c'est clair qu'on peut avoir même plus de 50 ans avec sa maladie sans problème. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, vous êtes à combien de crises, on va dire, par mois ou par trimestre ou... Marie-Isabelle, t'as pas trop parlé? Moi, j'ai tout le temps mal. Tout le temps. Vu mon handicap, là. Ah oui. J'ai toujours mal. Même là? Bon, là, ça va. Là, on n'a pas mis de clim, là. Il n'y a pas longtemps que j'ai piqué une crise, même après 2 semaines de prière. Donc, quand je suis revenue à la maison, dans ces temps pluvieux, là, j'ai piqué une crise. Mais quand tu es dans la prière, tu n'as pas piqué de crise. Mais
Bon, non, ça allait. C'est les derniers jours que j'ai piqué des crises, donc je ne pouvais pas chanter et je suis rentrée à la maison. Mais après ça, là, j'ai eu une grave crise. Du coup, comment ça se passe dans vos relations amoureuses? Est-ce que vous avez quand même des copains J'aimais le regard de Marie. Des copains qui comprennent votre... Ou bien il y en a qui vous ont quitté à cause de ça, ou bien il y en a qui sont quand même compréhensifs. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Petite anecdote. Il y a un jeune homme qui s'intéressait, donc qui courtisait, qui s'approchait. Mais c'était difficile de lui dire au tout départ, je suis drépanocytaire sur le coup. Parce que pour les éventuels dragueurs et pointeurs qui sont arrivés, je lançais ça au visage. Et on a trouvé que j'étais un peu trop choc et trop méchante en même temps parce que ça freinait, il fallait que Priscille arrête, relativise, c'est la vie, mais en même temps, je peux pas me mettre à une personne pour m'amuser, c'est pour le long terme. Du coup, quand tu viens, il faut que je prenne mes précautions et de savoir avec qui je marche. Voilà. Et le dernier en question, avec qui, voilà, on est amis, c'est resté en amitié, voilà, pour des raisons autres. Il a accepté. Bizarrement, il a accepté. Et il a même fait son test qui m'a... J'étais vraiment contente pour cette relation parce que je me suis dit, ah ouais, donc il y a des personnes qui peuvent comprendre, qui peuvent accepter même d'aller jusqu'à faire leur test pour prouver que voilà... Les vrais hommes. Exactement, merci. Vous les vrais hommes. Et oui, il a fait. Et après, bon, c'est resté... C'est resté comme ça. Il n'a pas voulu. Ok, Marie-Isabelle, et toi lui aussi. En matière de relation, moi, je fais une pause parce que c'est pas trop... Je me dis que c'est pas trop la priorité. Mais tu fais une pause, mais tu en as eu avant. Elle a pointé, ma fille. Oui, mais bon, c'était pas des relations solides. Voyez le sang de Jésus sur eux. Donc, tu fais une pause pour l'instant. Oui. Jusqu'à ce que tu trouves le prince charmant qui viendra, le vrai homme. En matière de relation, vraiment, je sais pas quoi dire parce que j'ai pas d'antécédents en fait. Non, tu connais rien. Voilà. C'est bien ma fille. Non, mais en fait, toi... Ou bien ça peut être papa et maman réel. Non, c'est pas ça. J'ai compris, c'est bon, on a tous compris. C'est très bien. C'est très bien, ma chérie, c'est bon. On revient plus là-dessus. Voilà, c'est très bien, ok? Reste comme ça. Voilà. C'est bien ma fille. C'est autre chose. C'est bien, on passe à autre chose. Oui. Non, elle a dit qu'il ne faut pas rentrer dans le clan de Yachou. Non. On a bien compris. Je comprends. Parce que le truc, c'est quoi? C'est pas qu'on veut pas se laisser aborder ou... Parce que j'ai vécu ça. J'étais vraiment dans mon coin. Je voulais personne. Et Dieu. Sincèrement, je voulais personne. J'en avais marre. Parce que je me disais, déjà, je suis pas en paix avec moi-même. J'arrive pas à m'accepter. Parce qu'il fut un moment où j'acceptais pas. C'était un blocage pour moi de savoir qu'à un moment donné, des personnes allaient m'approcher pour parler de vie sentimentale, mais que j'allais avoir un frein parce que, étant malade de la drépanocytose. Ma fille, non, fait rien, ça habite. Non, mais en fait, quand tu dis que tu as vécu ça, c'est pas ce qu'elle est en train de dire. C'est même je comprends quelque part. C'est pas qu'elle veut. Il faut laisser. Ma fille, sois bénie. Toi-même, tu devais être chef à l'église. Il faut laisser ça où elle est. Tu as pris ta caméra pour aller chanter à l'église. Si elle chante, l'onction va vite tomber. Quand elles ont vécu, elles vivent la maladie. Et on s'est dit que c'est une maladie qui est transmise des parents aux enfants. Donc elles se disent quelque part que, vu que je fais la maladie, si je me mets avec quelqu'un, on va avoir des enfants forcément. Et quand on aura des enfants, ces enfants vont faire la maladie. Alors, moi, il faut prendre tout ça en compte. Moi, ce qui fait que ça peut les fatiguer souvent. Ma cousine, comme je dis, qui a perdu la vie, elle a un enfant. L'enfant n'est pas malade, son mari n'est pas malade. Mais malheureusement, effectivement, l'autre enfant n'a pas survécu, en fait. N'a pas survécu tôt. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, même quand tu portes même la grossesse, tu es beaucoup plus fatigué qu'une personne normale. Tu as l'impression qu'il te faut du sang à tout moment et tout. Donc, c'est vraiment tout ça. Tu penses à tout ça et puis tu te dis, bon, finalement... Mais je me dis que l'acte aussi même peut être un problème. Deux enfants d'un couple malade, il y a un qui peut être malade et l'autre va être bien portant. Ou tous les enfants du couple seront malades. Bon, c'est ce qu'on n'a pas forcément, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça dépend du niveau. Vous pouvez être du croisement. Si deux personnes qui sont SS se mettent ensemble, c'est clair que tous les enfants de cette union-là seront SS. Donc, ils vont faire la maladie. Mais vous devez avoir des hommes très doux aussi. Parce qu'ils disent, pour nous, c'est pas bon. Concernant la grossesse, déjà, une femme qui est enceinte, l'enfant qui est en train de se former à besoin, elle est déjà anémie à cause de la grossesse. Donc, quand la grossesse se met, j'ai une personne qui est déjà anémie avant. Donc, c'est comme si vous êtes
entre guillemets, 2 fois anémie. Donc, c'est des grossesses à risque aussi. Franchement. Ouais, c'est des grossesses à risque. Franchement. Alors, je connais quelqu'un, enfin, avant de faire l'émission, je parlais avec quelqu'un qui a sa femme qui est drépano, mais elle est en France, qui est décédée aussi, malheureusement, et qui disait que c'est parce qu'elle est en France qu'elle a atteint 45 ans et que si elle était en Côte d'Ivoire, ça aurait été moindre. Parce qu'ici, elle n'allait pas pouvoir se soigner comme il faut. Pas forcément, pas forcément. Okay. C'est vrai qu'on a nos réalités, on n'a pas tout, mais le professeur, elles vont dire ce qu'elles pensent de ce que je vais dire. Le professeur, quand même, comme je l'ai dit, le plus important avec cette maladie, c'est le dépistage. C'est de savoir très tôt qu'on a la maladie. Ouais. Après, on a les moyens de s'organiser avec le service. Le professeur fait beaucoup déjà. Voilà, il y a certaines consultations qui ne sont pas prises, qui ne sont pas payées. Parce qu'ils ont un dossier là, ils viennent, ils font leur contrôle sans problème. Donc, c'est clair que on n'est pas développé comme l'Europe, mais on peut être en Côte d'Ivoire, savoir très tôt qu'on est dans la maladie et être suivi et vivre très longtemps, c'est possible. Et puis éliminer tous les facteurs qui peuvent aggraver. Très bien, on est à la fin de cette émission, mesdemoiselles et messieurs. On est à la fin de cette émission, mais je vais vous permettre de donner des mots de fin, de dire des mots de fin. Toi, là, comme tu parles beaucoup, là, tu n'as pas la Alors, je vais commencer par toi, Morel. Déjà, merci pour cette lucane. Ouais. Et ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que la drépanocytose est une maladie réelle. Ouais. C'est une maladie qui se diagnostique. Il faudrait que chacun puisse faire des tests prénuptiaux et des tests prénatals également. Très bien. Il faudrait également que nos autorités puissent en faire une priorité de santé parce que les malades en souffrent, les parents subissent également et c'est pénible. Très bien. Donc voilà, j'incite tout le monde à nous aider dans cette lutte contre la drépanocytose. Merci beaucoup, Morel. Dis-nous. J'aimerais tout d'abord dire merci aux femmes d'ici que vous êtes et vraiment apporter mon soutien à toutes ces personnes drépanocytaires qui n'ont pas de soins appropriés. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Amen. Et demander aussi aux autorités de nous venir en aide comme mon ami l'a dit. Morel l'a dit. Voilà. Très bien. Dis-nous, ma chérie. La star. Tu parles beaucoup. Je vais dire que, déjà merci. Ouais. Merci parce que c'est bien d'avoir des chaînes qui permettent qu'on puisse s'exprimer et ça fait office de plaidoyer. C'est ça. Et vraiment, comme elles l'ont dit, je continue dans la même veine, que nos autorités jettent un regard sur ce problème qui doit être pris en considération et pour qu'on ait aussi des campagnes de sensibilisation telles au niveau du sida, comme le paludisme, le cancer, pour que ce soit vraiment connu et donner la latitude à toute la population de pouvoir se faire dépister pour qu'on puisse avoir une génération sans drépanocytose. Super. Docteur, je finis par toi. Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. J'avoue que j'ai reçu l'invitation hier très tard. Ouais. Donc, j'ai dû travailler sur mon programme pour être là aujourd'hui parce que quand même, c'est un sujet qui est très important. Ouais. Il faut que les gens sachent, surtout se faire dépister. Et j'aborde dans le même sens qu'elle pour dire qu'il faut sensibiliser. Et c'est ce que nous faisons au réseau des médecins volontaires, c'est d'organiser des campagnes de sensibilisation. Et surtout, on ne s'arrête pas là, on propose des dépistages en collaboration avec des laboratoires où les gens viennent, ils font les tests. Parce que comme on l'a dit, dans ma position de médecin, l'objectif, moi, c'est de permettre aux gens de savoir si je suis drépanocytaire ou pas. Parce que c'est à partir de là que tout se décide. Ouais. Si je découvre que vous êtes drépanocytaire, automatiquement, je vous dirige vers le service d'hémato et qui vont faire un dossier, ouvrir et puis assurer le suivi. Si vous n'êtes pas drépanocytaire, on est tranquille. À partir de là, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, c'est de faire des campagnes de sensibilisation. Et surtout, je remercie NCI qui nous donne cette occasion, à travers votre émission, justement, de parler de cette maladie et permettre à tout le monde de pouvoir vraiment savoir de quoi il est question. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Moi, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de force, beaucoup de courage. Merci. Et je vais dire à tous ceux qui nous regardent, ils n'ont pas choisi d'être drépanocytaires, donc donnons-leur beaucoup d'amour, donnons-leur de la considération, donnons-leur du respect. Il ne faut pas qu'on leur ferme des portes, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial. Il faut se dire que c'est quelqu'un qui n'a pas choisi. Et quand tu n'as pas choisi, tu n'as pas le choix. Donc, c'est vers nous que ces personnes-là peuvent se tourner. Il ne faut pas qu'on leur donne dos. L'État de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, pensons à ça, quoi. Hein? Émission est finie, oh! Bye bye!